Eh bien, c'est la suite, hein, c'est la deuxième partie de la chimiothérapie, d'après les 20 questions à poser à votre oncologue ou votre cancérologue, d'après Marc Wark. Alors, j'en profite également pour vous dire que Louloute est très contente que j'ai parlé d'elle. Elle me dit merci, c'est très gentil, là elle va être gentille parce qu'elle était casse-pied jusqu'à présent, donc c'est fatigant. Quand vous êtes chercheur, c'est fatigant. Mais voilà, maintenant elle est contente, elle est calmée. Elle va peut-être faire un gâteau, j'en sais rien. C'est peut-être une surprise, la surprise du chef. Allez, après cette minute d'humour, eh bien on va retomber dans l'enfer de la chimiothérapie et des traitements contre le cancer. Alors, je vais reprendre où j'ai coupé. Alors, je vais reprendre les derniers. Quel est le taux de récidive après ce traitement? Ils vont vous donner une statistique, alors vous leur demanderez d'où vient cette statistique. S'ils disent, eh bien, c'est palliatif, alors votre question suivante est, à quoi ça sert? À quoi cela sert-il si cela ne va pas me guérir? Les médecins vont répondre, eh bien, nous pensons que cela pourrait prolonger votre vie ou améliorer votre qualité de vie. Ce qui est parfaitement faux. Parce que si ça pouvait prolonger la vie, on le saurait. À partir de là, vous pouvez décider si vous pensez que c'est vrai ou faux. Je peux vous dire par expérience personnelle et avec de nombreuses personnes à qui j'ai parlé, les amis et les proches des patients atteints de cancer avec lesquels j'ai parlé, beaucoup, ils disaient que ces traitements n'amélioraient pas leur qualité de vie. Et ça, c'est du vécu, ça, c'est du témoignage. C'est pas des études sorties, je sais pas moi, c'est comme l'âne de Podane, là, qui chie des pièces en or. Hein, c'est pas ça, ça c'est du vécu. C'est du vrai, c'est du solide. Hein. Alors, qu'ils aient ou non prolongé leur vie, il est très difficile de le mesurer, voire presque impossible. J'ai entendu de nombreuses histoires de familles de patients atteints de cancer à qui on avait dit, avec ce traitement, vous devriez vivre une autre année. Et ils sont morts en 6 mois, ou peu importe. Cela n'a pas prolongé leur vie, ils étaient tout le temps du traitement malade et misérable, et le traitement miracle peut avoir précipité leur mort. Je vous rappelle qu'un traitement de chimiothérapie, ça coûte la peau. La peau. Oui, ça coûte la peau. Voilà. Combien de temps penses-tu que je devrais vivre si je fais ce traitement? Vous ne voulez peut-être pas le savoir. Vous devez vraiment vous connaître avant de poser cette question parce que vous ne voulez pas que vos médecins vous disent « Eh bien, vous en avez pour 6 mois à vivre. » Alors là, c'est vrai, il a raison de souligner ce point. Vous ne pouvez pas demander à votre médecin combien vous reste-t-il de temps à vivre parce que le médecin n'en sait rien. Et en tous les cas, par rapport à son protocole chimiothérapique, il a une petite idée. Mais certains patients comme Marc Wark ont choisi d'autres directions, des directions de soins naturels, et eux, c'était nos limites. Hein. C'était open bar. C'est à vie. On vit à vie. On ne meurt pas du cancer. Donc, si vous n'avez pas l'esprit assez solide pour encaisser le coup, il ne faut pas non plus que ça vous conditionne en vous disant « j'ai plus que 6 mois à vivre, donc je meurs dans 6 mois ». C'est ça le problème. Donc, là-dessus, il faut avoir une force mentale très importante. Il ne faut pas croire ce que l'on vous prédit. Si ça se réalise, tant pis. Mais si ça ne se réalise pas, c'est tant mieux pour vous et votre famille. Donc, vous ne voulez peut-être pas savoir combien de temps vos médecins pensent combien de temps il vous reste à vivre. N'oubliez pas que personne ne peut mettre une date d'expiration à votre vie. Ce n'est que leur opinion. Si vous êtes à l'aise pour le savoir, demandez-le leur. Combien de temps pensez-vous que je vais vivre si je fais ce traitement ? Ils vont vous donner une réponse. Combien de temps pensez-vous que je vais vivre si je ne fais rien? Ils vont vous donner une autre réponse. Ils pourraient dire, eh bien, si vous faites ce traitement, vous devriez peut-être vivre une autre année. Utilisons cela comme exemple. Si vous ne faites pas de traitement, vous ne pouvez vivre que 6 mois ou 9 mois.
Ils vont vous donner une réponse habituellement, ça va toujours être « Vous allez vivre moins de temps si vous ne faites pas de traitement ». Nous savons que ce n'est pas le cas. Quel est le taux de survie dans 5 ans pour mon diagnostic spécifique avec votre protocole de traitement? C'est vraiment important que vous les interrogiez comme ça. Pas de survie à 5 ans. La survie à 5 ans signifie simplement que les patients atteints de cancer sont vivants. Ils pourraient être en vie. Ils pourraient cogner à la porte du paradis sur le point de mourir, mais comme leur cœur bat à 5 ans, ils sont un survivant de 5 ans. Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Vous voulez connaître la survie sans maladie pendant 5 ans, pour votre diagnostic spécifique avec leur protocole de traitement. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous avez un cancer, vous êtes soigné, et pendant 5 ans, vous êtes toujours malade, mais vous êtes toujours en vie. Lui, ce qu'il demande, c'est est-ce que je peux être guéri par la chimiothérapie et vivre encore 5 ans sans maladie? C'est assez rare quand il n'y a pas de récidive. Puis 10 ans, c'est encore mieux. Ça, c'est fabuleux. Je l'ai vu avec ma mère, personnellement, qui a eu 3 cancers. Elle a résisté. Elle a résisté, mais dans quelles conditions? Parce que les traitements l'ont lourdement handicapée. Ce sont les traitements qui l'ont handicapée plus que le cancer, à tel point que je me demande si ces 3 cancers du sein étaient vraiment des cancers du sein. Mais, à l'époque, j'étais ignorant, je ne savais pas. Alors, quand je suis allé voir le médecin, il m'a menti, juste menti. Il a dit que ma survie à 5 ans serait d'environ 60% de chance de vivre 5 ans. J'avais un cancer du côlon de stade 3C en tant que jeune adulte. C'était en fait environ 28% au mieux. Il a cité une statistique très gonflée. Je suppose que c'est parce qu'il voulait me donner l'espoir ou autre chose. Mais même 60% ne me suffisait pas. Quel est le taux de survie sans récidive après 5 ans pour mon cancer spécifique si je ne fais rien? Quelle est la survie à 5 ans si je fais le traitement? Quelle est la survie de 5 ans si je ne fais rien? La vérité est que les médecins n'aiment pas collecter des données sur des patients qui ne font rien. Très intéressant ça. Ça veut dire que vous avez un cancer, vous décidez de ne pas suivre le protocole de chimiothérapie, et le médecin il en a rien à foutre de vous. Ah tu dégages, tu veux pas de la chimiothérapie, tu vas au diable. Ça m'intéresse pas. Ça veut dire que le patient n'est plus soutenu du tout. Ce qui est impossible, c'est non-assistance à personne en danger. On s'en fout. Tu fais pas la chimio comme Big Pharma a dit que tu devais la faire, tu vas te faire foutre. C'est ça que ça veut dire. En fait, il existe très peu d'études sur des patients atteints de cancer qui ne font pas de traitement. Les patients qui ne font pas de traitement ne reviennent généralement pas. Ils ne suivent pas ces patients. Le patient donc n'aura probablement pas de réponse à cette question. Vous découvrirez que l'industrie du cancer aime suivre les patients qui suivent un traitement. Ils ne font pas de suivi avec des patients comme moi qui n'ont rien fait. Personne ne m'a suivi à ce sujet. Intéressant, hein? C'est vraiment intéressant ça. Dans quelle mesure la chimiothérapie contribue-t-elle à la survie à 5 ans de mon type de cancer? Je vais vous donner un lien vers une étude publiée en 2004 dans le Journal of Clinical Oncology qui comparait 22 cancers différents. L'analyse de l'étude a montré que la chimiothérapie a apporté, et dans quelle mesure elle a contribué à la survie à 5 ans. La moyenne globale était de 2,1%. Bravo la chimio, hein. 2,1%. C'est zéro. Vous avez peut-être vu cette statistique sur Internet. Encore une fois, les gens qui nous critiquent sur Internet. Elle est bonne la statistique. Et on la trouve sur Internet comme par hasard. Je vous signale que tous les organismes officiels de médecine sur le cancer et d'autres maladies publient sur Internet. Alors, c'est pour dire que les mecs sont vraiment pas des chercheurs. Juste des arrogants pleins d'ego. Encore une fois, cela regroupe tous les cancers, ce qui n'est pas juste. La vérité est que pour certains de ces cancers, la chimiothérapie a contribué à une survie de 0% à 5 ans. Excusez-moi, je pouffe, je me gausse. Oh! Cela signifie que cela n'a pas d'importance et qu'elle n'a pas aidé. Pour d'autres, cela s'est amélioré et il faut le reconnaître. Par exemple, pour certains lymphomes, la leucémie infantile et le cancer des testicules, la survie à 10 ans augmente d'environ 90% avec les traitements de chimiothérapie.
Ce sont les cancers avec lesquels la chimiothérapie a le plus progressé et les plus efficaces. Donc je vous répète que pour les cancers comme le lymphome, la leucémie infantile et le cancer des testicules, la survie à 10 ans augmente d'environ 90% avec les traitements de chimiothérapie. Donc, on peut critiquer la chimiothérapie et dire son inefficacité, qui est prouvée, on peut le dire, mais il faut aussi reconnaître que dans ces 3 cancers-là, elle est efficace. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un fait scientifique et nous devons également le reconnaître. Vous devez examiner votre cancer spécifique. Enfin, en clair, il vaut mieux attraper un cancer des couilles qu'un cancer du poumon. Excusez-moi, c'est grossier ou c'est méchant ça. Oh, qu'il est con, Jean Droc, c'est pas possible. Bon, vous savez, c'est vraiment lourd hein, de dire tout ça, donc il faut décompresser des fois. Vous devez examiner votre cancer spécifique, j'espère qu'il est inclus dans l'étude, et voir combien de chimiothérapies a contribué à le guérir, ou ont contribué à le guérir. Je ne vous recommande pas de revenir sur cette étude. Vous allez simplement discuter avec quelqu'un qui n'est pas intéressé, et il ne pense pas que vous sachiez quelque chose, ou que vous êtes capable d'apprendre quelque chose. Ils pensent qu'ils sont les experts. En règle générale, vous n'avez pas la porte ouverte pour leur apprendre quoi que ce soit. Alors là, j'ai encore des liens qui seront publiés dans Pandora 5. Vous pourriez penser, 2 points, ouvrez les guillemets. Eh bien, cette étude a 13 ans. Puis-je vous rappeler que... Alors, évidemment, vous allez dire, ah bah oui, c'est une étude qui date d'il y a 13 ans. Mais quand même, les chimiothérapies qu'ils vous font, elles datent de 60 ans. Alors, 20, 30, 40, 60. C'est pas mal, non? Alors pourquoi cette étude serait mauvaise? Ben justement... Je dirais que cette étude est toujours pertinente car ils utilisent encore presque tous les mêmes médicaments. Qu'en est-il de la survie à 10 ans? Alors déjà 5 ans c'est difficile. Dans quelle mesure la chimiothérapie contribue-t-elle à la survie à 10 ans de mon cancer? Avez-vous une statistique pour cela? Ils font probablement. Alors, ils en ont probablement. Vous voulez savoir ce que c'est parce que cela peut être très différent. Les oncologues aiment généralement vous dire la bonne nouvelle. Ils veulent vous donner autant d'espoir que possible. Ils ne veulent pas vous dire la vérité effrayante. La vérité effrayante est vraiment ce que vous devez savoir parce que vous prenez une meilleure décision lorsque vous êtes confronté à l'effrayant. Ça, c'est un problème. Et c'est aussi le problème du médecin qui ne sait pas à quel point vous pouvez encaisser la vérité ou pas. Mais si vous avez la vérité sur votre état, vous avez des données, et ces données peuvent vous sauver la vie. C'est ça qui compte. Alors, la vérité contre les mensonges optimistes. Ils peuvent dire quelque chose comme, les médecins bien sûr, eh bien la survie à 5 ans est d'environ 80% pour votre type de cancer. Qu'en est-il de la survie sans maladie pendant 10 ans? C'est-à-dire que des études sans maladie pendant 10 ans, c'est-à-dire que vous avez fait votre chimiothérapie, vous êtes guéri, et pendant 10 ans, vous vivez, il n'y a pas de maladie. Mais quand on dit pas de maladie, c'est 0 maladie. Parce qu'il arrive que pendant les 10 ans, vous n'avez pas de rechute du cancer, mais vous allez développer une maladie auto-immune, on ne sait pas d'où elle sort, à cause de la chimiothérapie, et c'est ça qui va vous faire mourir. Alors, c'est des questions qui sont très intéressantes. Alors, les oncologues, eux, la seule chose qu'ils voient, c'est les spécialistes. On vous soigne à travers la chimiothérapie, vous êtes guéri. Comme Pilate, on s'en lave les mains. On s'en fout ce que vous attrapez après. Ah ben non, moi je suis cancérologue, hein, je suis oncologue, je ne m'occupe pas des maladies auto-immunes, hein, c'est pas mon truc. C'est comme la trithérapie. Hein. Vous soignez le sida, on sait qu'on peut le soigner autrement, mais avec la trithérapie, et puis après, bah, les patients ils n'ont plus de sida, mais ils meurent d'une sclérose en plaques. Ça ne concerne plus les professeurs spécialisés dans le sida. Vous comprenez, c'est ça la spécialité médicale, c'est qu'en fait, ça vous permet de bloquer des résultats sans chercher les causes là où elles sont vraiment. Après c'est, ah ben non, c'est pas moi, c'est lui. Ah ben non, c'est plus moi, c'est l'autre. Et donc, comme ça, on n'arrive jamais à trouver de solution. Et on continue ce cercle infernal de Big Pharma qui va continuer à encaisser des milliards d'euros, de dollars et autres, tout simplement pour vous vendre leur cochonnerie. C'est vachement efficace, hein. C'est une machine de guerre, ça.
Existe-t-il des études comparant ce protocole de traitement à des patients qui n'ont rien fait? J'en ai parlé plus tôt, mais allez-y et posez la question, sait-on jamais. Y a-t-il des études comparant cela aux patients qui n'ont rien fait? Votre médecin ne va pas avoir d'études. Si il en a une, j'en serais choqué. Il est très peu probable qu'il connaisse une étude précise sur le sujet. Et s'il en existe une, demandez donc à la voir. Si votre médecin mentionne une étude ou une étude au cours de cette conversation, ouais, eh bien, il y a une étude, blablabla, l'avez-vous, puis-je la voir, puis-je la lire? Il n'est pas inapproprié de demander une copie de l'étude et les informations qu'elle mentionne. Encore une fois, il s'agit de vie ou de mort. De votre vie, de votre mort. J'espère que vous poserez cette question suivante. J'aurais certainement aimé poser cette question à mon oncologue si j'y avais pensé. Et si le traitement ne fonctionne pas, puis-je obtenir un remboursement? Votre oncologue va probablement rire. Tu m'étonnes. Bien sûr, la réponse est non. Il sera intéressant de voir ce qu'ils disent d'autre. Alors c'est marrant parce que quand vous achetez un produit et qu'il ne fonctionne pas, vous avez 7 à 14 jours pour le renvoyer et vous êtes remboursé. Mais quand vous payez 100 000, 300 000 ou 1 million de dollars pour une chimiothérapie qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas remboursé. Hein. Pourtant, ça ne fonctionne pas. Donc c'est valable pour certains produits et pas pour d'autres, il y a un problème. Au fait, lorsque vous posez ces questions, posez la question et restez silencieux. Laissez-les parler aussi longtemps qu'ils vont parler jusqu'à ce qu'ils soient à court d'arguments. Ça, c'est la psychologie de Marc Wark pour faire parler les cancérologues. Ne rendez pas cet exercice trop facile pour eux. C'est une situation vraiment incommodante. Vous devez être dur avec votre médecin parce que cette personne tient votre vie entre ses mains. Je reprends cette phrase. Vous devez être dur avec votre médecin parce que cette personne tient votre vie entre ses mains. C'est Dieu à cet endroit-là. Donc, il faut que vous ayez des exigences. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il va vous dire. Il faut demander, poser des questions, c'est son devoir. Vous inquiétez pas, il gagne suffisamment pour pouvoir répondre. Il ferait mieux de prendre au sérieux votre traitement. Les médecins connaissent mieux leurs affaires. Il vaut mieux être honnête avec vous. Puis-je avoir des copies de fiches signalétiques sur tous les médicaments que je prendrai, c'est-à-dire les notices. Je voudrais les emmener à la maison avec moi si possible. La fiche de données de sécurité et l'insert, donc ce que vous avez dans la boîte de médicaments ou de vaccins, c'est le médicament que la société pharmaceutique doit fournir au médecin. Il répertorie tous les effets secondaires. Cette notice répertorie tous les effets secondaires connus et les dommages à votre corps, ainsi que les contre-indications avec d'autres médicaments et des informations relatives. Vous avez ça dans le Vidal. Vous avez tout à fait le droit d'en obtenir des copies. Vous devriez les demander et vous assurer de ne pas partir tant que vous n'avez pas reçu des copies des fiches signalétiques sur ces médicaments. Au fait, vous pouvez aussi les trouver sur Google, comme quoi c'est miraculeux Internet, si on ne vous les donne pas. Donc pour les vaccins, vous pouvez aussi trouver ça sur Google. Toujours pour les crétins là, qui nous disent « Ouais, fais des recherches sur Internet. » Eh ben ouais. C'est la série de questions difficiles là qui vient. Avez-vous déjà pris l'un de ces médicaments pour comprendre ce qu'ils font? Ou ce qu'il fait? En avez-vous déjà pris? Avancez à pattes de velours. Ne vous présentez pas en essayant d'agir comme un gros malin, de le lourdeau. Eh vas-y, t'as pris ce médicament toi? Hein? Tu l'as pris? Alors, venez avec des tonnes de questions, ce qui est génial, mais n'essayez pas d'agir comme une personne super intelligente qui connaît mieux le travail de l'oncologue que lui-même. Soyez naïf. Soyez humble. Avez-vous déjà pris un de ces médicaments juste pour voir ce qu'ils font? Soyez tranquille et laissez-les répondre. Bien sûr, ils vont dire non. Parce que quand on les prend, on ne vient pas du voyage. C'est one ticket only. Feriez-vous ce traitement si vous aviez le même diagnostic que moi? Suivi par un silence. Vous pouvez poursuivre avec « Ne voudriez-vous pas simplement profiter du temps qu'il vous reste à vivre? Souhaitez-vous faire ce traitement ou essayez-vous simplement de profiter du reste de votre vie? Que feriez-vous si vous étiez moi ?» Exprimez vos doutes ou arrangez-les comme bon vous semble. Vous obtenez l'essentiel de ce que nous faisons ici. Il est bon de savoir si votre médecin est marié et ou a des enfants. Si vous parlez peu à ce stade, vous pourrez même dire « Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Si votre mari ou votre femme était atteinte du cancer, lui donneriez-vous ce traitement ?»
Surveillez le regard de votre médecin. Ah, faut être psychologue, là. Son langage corporel. Il y a tout qui parle. Hein. Il y a des séries là-dessus qui sont vachement intéressantes. S'il change de position, croise les bras, commence à s'agiter, à détourner le regard, à cligner des yeux nerveusement, ou s'il vous parle avec les yeux fermés, comme un aveugle, il peut mentir. Eh ouais, tu mens. Les médecins sont évidemment très mal à l'aise avec cette question. Ensuite, vous leur posez la question à nouveau. Et si c'était votre enfant, lui donneriez-vous ce traitement? Attendez et laissez-les répondre. Ne dites rien d'autre. Ne brisez pas la tension qu'il y a entre lui et vous. C'est très important. La tension révélera des choses dans la conversation. C'est un jeu de stratégie. Que feriez-vous si vous étiez moi? Et si c'était votre femme? Et si c'était votre enfant? Est-il vrai que les médicaments de chimiothérapie peuvent rendre le cancer plus agressif? La vérité est oui. Il est absolument possible et le fait souvent. Alors, comment je le sais? Excusez-moi de faire un peu d'humour. Dans ce volume-là, il y a une... j'ai parlé d'une étude qui a été menée par l'université de Harvard concernant le cancer de la prostate. Il semblerait que lorsque vous faites une biopsie de la prostate, ça va réveiller une protéine qui va générer elle-même le cancer de la prostate. Ça veut dire qu'on vous dit, on voit quelques taches sur votre prostate, on va dire « Ah, elle a des taches de la prostate, il faut faire une biopsie ». Mais on n'est pas sûr que ce soit des taches cancéreuses ou des nodules ou je ne sais quoi. Non, on va faire une biopsie. Mais à partir du moment où on fait une biopsie, le cancer se déclenche. Alors on va dire, bah oui, c'était parce qu'il y avait une tache. Mais si on laisse faire, peut-être qu'il n'y aura rien. On peut aller voir un médecin homéopathe pour faire baisser le taux de PSA, sans avoir besoin de passer par la chirurgie. Ensuite, on va induire la chimiothérapie, et comme on l'a vu tout à l'heure, elle va fonctionner qu'à 70%, en laissant les cellules mères en place, qui vont se reconstituer partout dans le corps, et donc sous forme de métastase. Et là, il n'y aura plus grand-chose à faire. Si, il y a encore des moyens, mais pas cela en tous les cas. Alors, c'est la vérité, les médecins devraient reconnaître cela. Oui, cela peut arriver. Laissez-les répondre, soyez prêts. Ils vont soit être honnêtes avec vous sur le sujet, ou ils vont essayer d'éviter de répondre, de dévier et de changer de sujet. Alors là, je vous donne un lien encore où vous pourrez trouver ces informations. Malheureusement, sont en anglais, mais j'ai trouvé que sur Google, il existe, oui, encore Google, je suis désolé, il existe d'excellents traducteurs. En tous les cas, ils se sont nettement améliorés. Bon, parfois, il y a quelques contresens, il faut les corriger, mais ils ont fait de grands efforts en matière de traduction. Donc, ça vous donnera au moins un aperçu. La chimiothérapie tue-t-elle les cellules souches cancéreuses? 1. Souvent, ce n'est pas le cas. C'est l'un des gros problèmes de la chimiothérapie. La chimiothérapie rétrécira une tumeur et tuera beaucoup de cellules dans la tumeur, mais elle ne tue pas les cellules souches, soit les cellules mères. Les cellules souches sont celles qui survivent et provoquent la croissance de la tumeur après la fin de la chimiothérapie, ou elles provoquent la croissance de nouvelles tumeurs dans différentes parties de votre corps. On devrait poser la question autrement. La chimiothérapie ne tue pas toujours les cellules souches cancéreuses, on peut dire. Non, ce n'est pas le cas, où le médecin peut répondre oui. S'il répond oui, c'est tout ce qu'il dit, alors il ne vous dit que la moitié de la vérité. J'ai lu que les médicaments de chimiothérapie sont cancérigènes. Je vous signale quand même, soit dit en passant, que manipuler des médicaments de chimiothérapie, il faut être habillé en cosmonaute, comme quand vous vaporisez du Monsanto, c'est pareil, du Roundup, c'est pareil. Et quand vous récupérez les containers, les boîtes de ces produits qui ont été utilisés, vous êtes toujours habillé en cosmonaute et vous mettez ça dans un container très spécial pour que personne ne puisse y toucher avec les mains ou le respirer. Parce que sinon, vous pourriez en souffrir terriblement. C'est juste pour vous dire ce qu'on vous injecte dans le corps. Et qui date de 60 ans, ou bref, qui est vachement efficace, quoi.
J'ai lu que les médicaments de chimiothérapie sont cancérigènes. Ce traitement peut-il causer plus de cancer dans mon corps? La vérité est que oui. De nombreux médicaments de chimiothérapie sont cancérigènes. Ils sont des cancérogènes connus et répertoriés par le US National Toxicology Board comme étant des cancérogènes connus. Votre médecin devrait répondre « Oui, cela pourrait causer plus de cancer dans le corps ». Encore une fois, ils peuvent essayer de minimiser cela et dire « Mais seulement dans quelques cas, un très petit pourcentage ». Oui, c'est vrai, seulement dans quelques cas, avec un tout petit pourcentage. Ouais, c'est ça. Et si vous êtes ce pourcentage, ben vous l'avez dans l'os. Les statistiques issues de l'industrie pharmaceutique sont très suspectes, car nous savons qu'il existe une énorme incitation à la rentabilité. Ils veulent vraiment minimiser tout ce qui est négatif et forcer les gens à prendre ces médicaments. Les représentants des médicaments donnent des informations aux oncologues qui peignent le médicament sous le meilleur éclairage possible. Ils leur fournissent des statistiques qu'ils vous transmettent, ce qui appuie également le but ultime de la société pharmaceutique, à savoir vous faire accepter la chimiothérapie. Vous devez garder cela à l'esprit tout le temps et votre médecin n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Bien que nous ayons vu quelques médecins diagnostiquer à tort des patients cancéreux atteints de cancer afin de les traiter avec de la chimiothérapie, ils ont fait d'énormes bénéfices financiers. Nous l'avons vu ces dernières années. Ça, j'en avais parlé dans ce volume également. Si vous ne savez pas de qui je parle, moi je sais, mais vous ne savez pas, l'un d'entre eux est le docteur Farid Fatah. Il était à Détroit, fait une recherche, c'est une personne terrible. Alors, le docteur Farid Fatah a gagné, je crois, à peu près 160 millions de dollars. 160 millions de dollars, si c'est pas plus, pour avoir prescrit des chimiothérapies à des patients alors que c'était inutile. Il a juste fait ça pour le pognon. Et souvenez-vous de la chanteuse Kylie Minogue qui a été opérée pour 2 cancers du sein qu'elle n'a jamais eu et on lui a tout enlevé. La petite mignonne, à son âge, et elle a manifesté cela après en disant qu'il fallait faire très attention avec les diagnostics du cancer du sein. C'est ce que je vous dis concernant cette étude qui se trouve dans Pandora 4. Je le remonte là pour la maudite Mathilde là. C'est ce qui me dit, il présente toujours ses livres. Ben oui, je présente toujours mes livres, mais je vous donne des références, je vous dis où les trouver. Je peux pas vous dire n'importe quoi non plus. C'est de la logique, c'est du bon sens. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Alors, donc Farid Fatah, il a été condamné quand même. Il a été condamné sévèrement parce qu'on a réussi à prouver que cette ordure avait rendu malade à travers la chimiothérapie, et tué d'ailleurs, parce qu'il y a des patients qui en sont morts, mais il avait gagné quand même 160 millions de dollars. Hein. C'est pratique, hein. C'est bien, c'est bien. La plupart des oncologues ne sont pas des gens horribles comme le docteur Farid Fatah. Ils obtiennent la plupart de leurs informations sur des médicaments qu'ils prescrivent directement auprès des fabricants de médicaments, ce qui n'est pas forcément mieux. Ils vous répètent ce que les fabricants de médicaments leur disent, ce qui n'est pas bon, et c'est ce que je vous dis à propos des vaccins, où les médecins ne sont pas du tout informés sur la vérité des vaccins, où ils ne veulent pas le savoir, ça les arrange bien. Ils font comme la Sécu, le labo, moi, il me dit que c'est bon, alors c'est bon. Je sais pas, mais dans l'auberge rouge, quand on empoisonne tous les voyageurs, on leur dit que la nourriture est bonne, ils y croient, ils la mangent et ils meurent empoisonnés. C'est comme dans Les Mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry, où il va cueillir des champignons, toute la famille en mange, sauf lui, et toute la famille meurt d'intoxication. Voilà, alors si on croit tout ce qu'on nous dit, et surtout de la part des médecins, concernant les vaccins et la chimiothérapie, ça peut être discutable, hein. On peut discuter quand même, un petit peu. Les cellules cancéreuses deviennent-elles éventuellement résistantes à la chimiothérapie? La réponse est oui. Beaucoup de cellules cancéreuses, cellules souches cancéreuses, deviennent résistantes. C'est pourquoi les oncologues doivent changer de médicament. Ils doivent changer la chimiothérapie parce que le médicament numéro 1 a fonctionné pendant un certain temps et que la tumeur a diminué d'un certain pourcentage, c'est tout. Je l'ai réduit de 50%, 50 ou 60%, mais c'est tout.
cela ne la réduira plus. Ensuite, ils doivent changer de chimiothérapie, où ils rétrécissent la tumeur à 100%, puis la tumeur revient par derrière. Ils essayent à nouveau la chimio, cela n'a pas fonctionné du tout la seconde fois. Ensuite, ils doivent changer de médicament, ils devraient être honnêtes avec vous et vous expliquer cela. En clair, cela nous dit que la chimiothérapie, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est une étude qui a été faite par l'OMS en 1998, il y a près de 30 ans, presque. Enfin non, il n'y a pas près de 30 ans, il y a 22 ans. Et dans laquelle l'OMS avait déclaré qu'en effet, la chimiothérapie ne fonctionnait qu'à 98% des cas. Ça confirme. Quelles sont les autres options disponibles en dehors du traitement standard? Quelles autres options ai-je, docteur? Et si je ne veux pas faire de chimio? Voir ce qu'ils disent. Lorsque j'ai posé la question à mon médecin, je lui ai demandé « Existe-t-il des thérapies alternatives ?» C'était en janvier 2004. Il est devenu très arrogant, condescendant et a juste utilisé la peur pour m'intimider et m'a répondu « Si vous ne faites pas de chimiothérapie, vous êtes fou !» Sincèrement, je préfère être fou. Soyez prêts. Au moment où vous arrivez aussi loin dans la conversation, votre médecin peut être très irrité parce que vous venez de lui poser plus de questions que n'importe quel patient atteint de cancer dans son histoire de soins. Ces médecins peuvent me remercier pour cela. Sérieusement, ils ont été gentils tout le temps. Ils pourraient changer de sujet quand vous leur posez des questions sur les thérapies alternatives. La prochaine série de questions est liée à l'alimentation. On va rigoler là. Que recommandez-vous que je mange pendant que je pratique la chimiothérapie? Beaucoup de médecins disent à leurs patients d'aller manger ce qu'ils veulent. Tout comme aller se faire voir chez les Grecs, c'est un petit peu ça. Est-ce que je peux aller me faire voir chez les Grecs? Pardon. Assurez-vous de consommer suffisamment de calories, de boire du café, de manger de la crème glacée, de boire des laits frappés, peu importe. Alors là, le mec... je suis pas médecin, mais moi jamais je dirais ça. Si vous souhaitez être plus précis et vous amuser un peu plus, posez-leur des questions sur la malbouffe. Voilà ce qu'ils disent. Puis-je manger de la crème glacée? Ouais, tu peux avoir de la glace. Puis-je manger une pizza? Ouais. Est-ce que ça va si je bois encore du coca? Ouais, bien sûr. Y a-t-il des fast-foods où je ne devrais pas manger? Vous pouvez vraiment continuer encore et encore avec les fast-foods. Regardez le film Super Size Me. C'est très intéressant, j'en ai parlé dans un de mes livres d'ailleurs. Super Size Me, c'est un Américain en pleine santé, athlétique et tout, magnifique, qui a décidé de manger pendant un mois dans les fast-foods du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire matin, midi et soir. Et il se trouve que il était suivi par 4 médecins. Et comme il était suivi par 3 médecins, pardon. Il était suivi par 3 médecins. Et au bout de 4 semaines, enfin non, c'était un mois. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ces médecins lui ont tous dit, alors qu'ils ne se fréquentaient pas, si vous continuez à manger comme ça, vous allez crever. Alors c'est très intéressant parce qu'il montre comment son état se dégrade à force de bouffer des j'ai rien dit, à force de bouffer dans les fast-foods. Alors, boire le soda des fast-foods, les frites des fast-foods, les hamburgers des fast-foods. Je ne vous parle pas des problèmes intestinaux qu'il avait. Il pouvait même pas se retenir, il pétait tout seul. Enfin, c'était une horreur totale. Ses intestins étaient bouleversés à un point épouvantable. Et donc, au bout d'un mois, il a arrêté son étude parce qu'il allait crever. Il allait faire un arrêt cardiaque alors qu'il était en pleine santé. Alors, franchement, plus vous en faites, mieux vous enregistrerez. Pour partager avec d'autres personnes, alors il faut poser plein de questions pour les partager avec d'autres patients. Parce que la plupart des gens ne croient pas que les médecins diraient à leurs patients atteints de cancer qu'il est acceptable de manger de la glace, des beignets et la nourriture des fast-foods. Mais ils le font. Et ils le disent constamment aux patients. Si vous en avez un qui vous dit « ne mangez pas ce genre de choses », c'est en fait un médecin formidable, un excellent médecin qui fait peut-être des recherches et qui lit et qui essaye de se renseigner sur la nutrition. Quel est le meilleur régime anti-cancer?
quel est le meilleur régime alimentaire pour un patient atteint de cancer. Juste ici, vous allez découvrir si cette personne a un quelconque intérêt pour la nutrition ou non. Y a-t-il des aliments que je devrais éviter? Je sais que cette question semble un peu répétitive et un peu redondante. Mais lorsque vous posez la même question de 3 manières différentes, vous obtiendrez une réponse beaucoup plus complète. Je vous recommande de le faire. De ne pas poser une seule question, mais plusieurs. Je pensais peut-être à une alimentation basée sur les plantes, à manger beaucoup d'aliments crus, de légumes et de jus. Est-ce ok? Voilà ce qu'ils disent. Ils peuvent vous dire que vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que mon médecin m'a dit. Il m'a dit, non, vous ne pouvez pas faire un régime cru, il va combattre la chimio. Non, vous ne pouvez pas faire un régime cru, il va combattre la chimio. C'est très grave, mais ça s'explique. C'est bien ce qu'il a dit. Il est important que j'explique pourquoi il a dit cela. Il l'a dit parce qu'il y a une très vieille idée du régime neutropénique. Retenez, le régime neutropénique pour les patients atteints de cancer. Fondamentalement, le régime neutropénique est un régime de tous les aliments cuits. Ils craignent que le patient atteint de cancer ne mange une pomme ou un légume cru contenant des bactéries. Que les bactéries causent un problème dans leur corps parce que leur système immunitaire a été supprimé et détruit par la chimio. Ça, c'est très important. Que les bactéries causent un problème dans leur corps parce que leur système immunitaire a été supprimé et détruit par la chimio. Là, ils avouent que la chimio est bien plus destructrice qu'elle n'est positive. Il semble que cela ne soit pas une préoccupation valable, car il y a eu des recherches récentes qui ont réfuté cela. Le régime neutropénique n'est pas nécessairement requis. Ce n'est pas nécessairement obligatoire pour les patients atteints de cancer. C'est une vieille idée qui n'est pas pertinente aujourd'hui, tout comme la chimiothérapie est une vieille idée si elle date de 60 ans. Alors je vous donne les liens sur la nutrition. Mais dans Pandora 5, pardonnez-moi. La prochaine série de questions concerne les tests. Il y a des tests très puissants et instructifs que vous pouvez avoir fait en tant que patient atteint de cancer et qui peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions. Utilisez-vous le test Onconomics plus RGCC. Il est également connu sous le nom de test de graisse ou de test de chimiosensibilité. Est-ce un test que vous allez me prescrire avant de commencer le traitement? Remarque, le test était auparavant appelé le test Oncostat. En général, les médecins vont dire non, ils vont refuser. Ce test est effectué en Grèce et la société est RGCC Gen Labs. C'est un test sanguin complet. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent votre sang et le testent contre un tas de médicaments de chimiothérapie différents. Ils le testent contre un tas de substances naturelles comme la vitamine C et le laétryl et des choses comme ça. Il y a aussi des tests génétiques impliqués. Je pense que cela devrait être obligatoire pour tous les patients atteints de cancer avant qu'ils ne commencent un traitement. Car vous devez savoir si ces médicaments vous permettront de traiter votre cancer. Vous pouvez le savoir avant d'empoisonner votre corps avec la chimio. Alors je vais vous donner là un lien qui est plus facile à retenir. www.rgcc-group.com. Allez voir ce site et ça peut vous sauver la vie. Y a-t-il des tests génétiques que vous faites pour vous assurer que je n'ai pas de problème avec ces médicaments, que mon corps peut détoxifier ces médicaments? Ce que je veux dire à travers cette question, c'est que le médicament de chimiothérapie, soit la chimiothérapie 5FU ou 5FU, est extrêmement toxique pour les personnes qui présentent un déficit enzymatique spécifique. C'est ce qu'on appelle le déficit en enzyme DPD. Si ces personnes prennent du 5FU, cela peut les tuer en quelques semaines. C'est très toxique. Ils ont un problème pour détoxifier leur corps. Le 5FU s'accumule dans le corps et le surcharge. La toxicité du 5FU peut les tuer et il peut être mortel. Et je vous signale également que les déficits en enzymes sont souvent dus aux vaccinations. Vous trouverez sur Internet des informations sur le sujet en tapant le risque de chimiothérapie à base de 5FU. Je vous mets le lien en français également. Et un site web apparaîtra. C'était un homme dont la femme avait ce déficit en enzyme DPD. Je crois que c'est Paris Match qui l'a publié. Il ne le savait pas et le 5FU l'a tué. Pour les patients
atteintes du cancer du sein, le test génétique MammaPrint permet de prédire le risque de récidive après une intervention chirurgicale. Est-ce que, mesdames, vous qui avez un cancer du sein, vous a-t-on prescrit le test MammaPrint? Je pose la question. Ou le test que nous avons cité précédemment, hein, qui sont sortis du groupe RGCC, hein, le traitement grec, donc où l'on constate. Donc, demandez ces tests-là, je ne les connais pas par cœur, parce que je viens de traduire. Je continue, pardonnez-moi cette interruption, je suis remonté dans le texte. Voilà. Si vous voulez vraiment explorer tous les différents types de tests, tests de détection précoce, tests de chimiosensibilité, détection de cancer et tests de progrès, il existe un livre guide de référence vraiment fantastique. Il s'appelle « Cancer Free, Are You Sure ?» Guéri du cancer, êtes-vous certain ou certaine? Par Jenny, alors là, Hrbacek. H-R-B-A-C-E-K. J'ai vérifié, il est disponible sur Amazon, mais en anglais seulement. Elle est infirmière et m'a donné une copie de son livre lors d'une conférence. Quand je suis rentré chez moi, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai été vraiment impressionné. Jenny Hrbacek a fait 1 tonne de recherches. C'est juste un excellent guide de référence sur tous les différents tests qui sont à votre disposition en tant que patient atteint de cancer. Vous n'avez pas besoin de tous ces tests. En parcourant son livre, chaque chapitre décrit les différents tests, ce qu'ils font et comment ils peuvent vous aider en fonction de votre situation. Trouvez une copie de ce livre sur Amazon. La prochaine série de questions concerne les références. Alors, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire, Jean Drank? C'est quand même incroyable que cette infirmière, Jenny Hrbacek, ou Tchèque, crée un bouquin qui répertorie tous les tests pour les cancéreux. Je suis certain que vous, en tant que cancéreux, on ne vous a jamais parlé de tests. On ne vous a jamais proposé des tests qui pourront déterminer si cette chimiothérapie est bonne pour vous ou pas. C'est quand même extraordinaire. Il y a 4 groupes sanguins chez les humains. 4 groupes sanguins. Chacun a des empreintes digitales différentes. Est-ce que vous croyez qu'une chimiothérapie fonctionne pour vous exactement que pour votre voisin, votre voisine, votre belle-mère ou l'autre trou du cul qui se trouve au bout de la terre? C'est quand même aberrant. Et après, ils disent que oui, aidez-nous à faire des recherches sur le cancer. Mais putain, mais publie les tests et donne-les aux malades. C'est pas à eux de le faire, ce travail. C'est à vous. Tout ça, c'est du pipeau pour vous piquer du pognon. Ah oui, ça m'énerve. Ah oui, mais moi, je suis le fils d'une victime. 3 cancers. C'est quand même incroyable. Si au moins on avait su tout ça. Alors, autre question désagréable pour votre médecin. Docteur, combien de patients traitez-vous par an? Combien envoyez-vous par jour? Je traite 1 millier de patients par an. 1 millier de patients par an. À 100 000, 300 000 ou 1 million d'euros la chimio, jackpot. Combien de patients avez-vous guéri de ma maladie? Il se contentait de se vanter du nombre de patients qu'il traite. Et maintenant vous dites, combien d'entre eux avez-vous guéri? Vous pouvez suivre cela avec « Je suis vraiment nerveux à ce sujet, je voudrais avoir des références. Puis-je parler à 5 patients atteints du même cancer que moi, que vous avez guéri et qui sont sans cancer après 5 ans? Est-ce possible? Ceci n'est pas une demande déraisonnable. Si les médecins hésitent et disent « Eh bien, je ne peux pas donner les informations de mon patient », alors le mec il se drape dans sa dignité et comme ça il donne rien. Et vous savez rien. Ensuite vous dites « Seriez-vous disposé à les appeler et à leur demander s'ils seraient prêts à me parler? Parce que je sais que si j'étais une patiente, et si je ne souffrais plus du cancer du sein depuis 5 ans, et que vous m'avez aidé à aller mieux, je serais heureux de parler à tout le monde et de chanter vos louanges. Je suis sûr que vos patients seraient probablement disposés à me parler. Voulez-vous leur demander, s'il vous plaît? Y en a-t-il qui sont en rémission depuis plus de 10 ans? C'est même mieux. J'aimerais vraiment leur parler si vous en avez. Je veux dire 5 ans, ça va. Mais si vous avez 10 ans, ce serait idéal.
Demandez des références. Si vous faites peindre votre maison, ou si vous faites faire des travaux de plomberie, ou si vous installez votre toit, vous obtiendrez des références des entreprises avant que ces personnes ne commencent à restaurer votre maison. Vous devriez obtenir des références sur votre médecin. En fait, ça doit être une référence réussie pour le patient, pas un autre médecin ou un autre patient disant « Oh, il est merveilleux, elle est merveilleuse, j'aime tellement mon médecin !» Et ils sont toujours un cancer. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez avoir le meilleur médecin du monde, mais s'il ne guérit pas le cancer, pourquoi voudriez-vous travailler avec lui? Lorsque vous faites face à une maladie en situation de vie ou de mort, vous avez besoin de quelqu'un qui obtient des résultats. C'est cela, soigner des patients. La prochaine série de questions concerne l'argent. Parler de l'argent et être audacieux sont deux choses difficiles à faire. Certains d'entre vous ne poseront pas ces questions parce qu'ils sont trop timides. Ce n'est pas grave, mais je sais que d'autres le feront. Je suis vraiment excité pour ceux d'entre vous qui auront le culot de poser ces questions. Quel est le coût total du traitement que vous recommandez, docteur? Le médecin peut répondre, eh bien, cela dépend de votre mutuelle. C'est comme pour les lunettes. Je serai remboursé combien? C'est quoi votre mutuelle? Ah bah vous serez remboursé tant. Mais ça c'est le cancer, c'est ta vie là qui est en jeu. Répondez du tac au tac. Je sais que ma mutuelle couvrira une partie, je vais devoir en payer une autre partie. C'est comme ça aux États-Unis. Mais quel sera le coût total, quel que soit le montant à payer ou la partie de l'assurance? Il devrait avoir une très bonne idée s'il s'agit comme s'il n'en avait aucune, et s'il agit, comme s'il n'en avait aucune, je pense qu'il n'est pas net. En tous les cas, il ne l'est pas avec vous. Ils savent combien ils facturent pour ce qu'ils font. Si vous obtenez une réponse comme « Eh bien, ce traitement coûtera probablement 100 000 $ ou 300 000 $ ou 1 million de $, quoi qu'ils disent, puis demandez « Quel est votre profit ?» Je suis juste curieux de savoir combien d'argent vous gagnez en tant que médecin. Dites-le simplement et soyez tranquille. Laissez l'attention prendre le dessus. J'ai lu quelque part que les oncologues privés achetaient des médicaments de chimiothérapie, achetaient donc des chimiothérapies en gros. Hein? Ah, on achète ça en gros. Ben, tu m'en mettras 150, hein? C'est bien. Ah non, 1000 parce que j'ai 1000 patients. Tu m'en mets 1000 de côté. Et facturaient les patients ou la compagnie d'assurance à un prix majoré et ils en tiraient un profit. Est-ce vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si vous faites affaire avec un oncologue de pratique privée, on estime que jusqu'à 60% de leurs revenus proviennent des bénéfices tirés de la chimiothérapie, ce qui est beaucoup. Si 60% de leurs revenus proviennent de la chimio, devinez quoi? Ils vont vouloir que vous fassiez de la chimio, c'est évident. C'est ce qui rapporte le plus. Là, on parle des États-Unis. Les frais de scolarité dans les écoles privées, les notes de voiture, les hypothèques de la maison du lac, toutes ces bonnes choses, ils ont besoin de patients pour faire de la chimio et pour gagner de l'argent, des pépettes. C'est comme ça qu'ils gagnent le plus leur argent. S'ils travaillent pour un grand groupe ou un hôpital, ou si vous êtes au Canada ou en Europe et que vous avez nationalisé les soins de santé, ce ne sera peut-être pas le cas. Ils peuvent simplement être salariés ou être rémunérés par le patient, ou quelque chose de différent, mais bon, il est bon de demander, ensuite vous verrez. Est-il vrai que vous faites un profit sur les médicaments de chimiothérapie que vous prescrivez? Faites-vous un profit sur les médicaments chimiothérapeutiques, et certains de ces médicaments ont-ils une marge bénéficiaire plus élevée que d'autres? Est-ce que cela fluctue d'un mois à l'autre? Ah oui, c'est comme le blé, le riz, ça monte et ça descend. Les compagnies pharmaceutiques proposent-elles des offres spéciales? Il n'y a pas de raison. Allez, pour 1000 chimiothérapies, 100 de gagnés, 100 d'offertes. C'est pas mal, non? Eh bien oui, c'est le cas. C'est comme la marchande de poissons. C'est pareil. Pour 5 poissons achetés, le 6e gratuit. Eh bien là, c'est pareil. Sauf que c'est votre vie. Faites-vous un profit sur les médicaments de chimiothérapie? Comme je l'ai expliqué, ce sont généralement des oncologues privés. Les médicaments de chimiothérapie ont des marges de profit différentes. Les marges de profit varient. Les sociétés pharmaceutiques organisent des promotions pour obtenir des médicaments plus prescrits que d'autres. C'est la promo. Cancer des testicules, la promo. Un cancer du sein, une autre promo. Cancer du cerveau, non, pas de promo. Non, trop compliqué. Ne veut pas. Alors, ces dernières questions sont des questions difficiles à poser à votre oncologue ou à votre cancérologue. J'ai beaucoup de choses à penser et beaucoup à traiter. Merci pour votre temps, pour prendre le temps de répondre à toutes mes questions. Si je décide de suivre un traitement avec vous,
Puis-je vous appeler et vous poser des questions après les heures de travail? Voulez-vous me donner votre numéro de téléphone portable? Et alors là, ding, 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 ding. Demandez-leur simplement s'ils le feront. Je voudrais prendre un peu de temps pour changer ma vie avant le traitement. Cela serait-il possible? Combien de temps dois-je prendre avant de commencer le traitement? Je dois juste arranger beaucoup de choses dans ma vie avant de commencer. Combien de temps dois-je réfléchir à tout cela avant de prendre ma décision? Ce que vous pourriez être surpris d'apprendre, c'est qu'ils pourraient dire « Vous devez commencer le traitement cette semaine ou la semaine prochaine. » Et paf! Mais lorsque vous posez cette question, ils peuvent dire également « Eh bien, nous pourrions le repousser 1 mois, ou 2, ou 3 mois, ou 6 mois. » Alors là, vous êtes gagnant. Cela vous aidera beaucoup. Cela aidera votre état d'esprit à obtenir leur permission. Si vous avez la permission de prendre du temps, alors vous ne vous sentirez pas comme si vous alliez à l'encontre des ordres de votre médecin. Est-il possible que le corps guérisse le cancer? Super intéressant ça. Le corps peut-il guérir le cancer? Mon corps l'a créé, mon corps peut-il le guérir? Je sais que ça ne guérit pas pour le moment, mais est-ce possible? C'est possible. Parce que chez Hassan CF, tout est possible. Oui, c'est possible. Un peu d'humour pour... Dans le secteur médical, on parle de rémission spontanée. Ça, c'est génial. Alors là, quand les médecins comprennent rien, c'est la rémission spontanée. C'est un phénomène bien documenté. Il existe une collection de près de 1000 cas de rémission spontanée compilés dans le projet de rémission spontanée. La raison pour laquelle ils appellent rémission spontanée est qu'ils n'aiment pas admettre que le corps l'a guéri. Ils n'aiment pas le mot guérison. Lorsqu'une personne a un cancer, qu'elle revient et que le cancer est parti et que les médecins ne l'ont pas soigné, ils ne savent pas comment l'appeler. Ils ne veulent pas l'appeler guérison. Alors, ils ont trouvé le terme rémission spontanée. C'est bien documenté, c'est un phénomène courant. Alors, là-dessus, j'ai des preuves. Hein. J'ai des preuves parce que mon grand ami médecin qui a soigné un jeune homme d'une tumeur inopérable au cerveau en 3 mois, avec des produits naturels et une hygiène de vie, eh bien la tumeur a fondu. Et quand le gosse est retourné à l'hôpital de Strasbourg pour se faire opérer, eh ben les 2 professeurs, ils l'ont regardé, ils n'ont pas compris. Rémission spontanée! C'est quand même incroyable hein, que ce ne soit pas les cancérologues qui guérissent. C'est très embêtant, non? Ah, ça va pas plaire, cette capsule, elle va pas plaire du tout. Merde, 52 minutes. On va essayer d'accélérer le pas. Mon ami le docteur Kelly Turner a écrit un livre à ce sujet. Il s'appelle Radical Remission. C'est en anglais, hein, c'est la rémission radicale, qui est un livre merveilleux. Je pense que vous devriez lire ça. Il sera très intéressant de voir ce que votre médecin dit lorsque vous lui posez cette question. Ne donnez pas de leçons à votre médecin sur la rémission spontanée. Ne transformez pas cette question en essayant de prouver que votre médecin a tort, de discuter ou de faire une conférence sur le sujet. L'objectif principal de toutes ces questions est de ne pas argumenter. Vous ne voulez pas discuter. Tout ce que vous devez faire, c'est jouer au journaliste. Posez des questions difficiles et inconfortables. Voyez ce qu'ils disent. C'est pour voir s'ils sont honnêtes avec vous ou pas. C'est le but de ce travail de questionnement. Si je décide de ne pas faire cela, si je décide de ne pas faire de traitement, et que je veux simplement profiter de mon temps libre avec ma famille, je me sens bien maintenant. Je veux juste me sentir bien le plus longtemps possible. Si je commence la chimio la semaine prochaine, je pourrais me sentir mal. Je ne pense vraiment pas être prêt à le faire pour le moment. Si je décide de ne pas utiliser la chimiothérapie, est-ce que vous me soutiendrez toujours? Est-ce que je peux quand même entrer et obtenir des analyses de sang et des analyses en cours de route et juste pour surveiller les choses? C'est vraiment important. S'il se moque de cela, si votre médecin, votre oncologue, votre cancérologue se moque de cela, alors vous avez besoin d'un nouvel oncologue. Trouvez un médecin en passant avec un autre médecin et vous n'aurez pas à poser toutes ces questions avec lui. Vous allez juste le rencontrer et lui dire « J'ai un cancer, voici ce que je fais, j'ai besoin de quelqu'un juste pour surveiller mon travail à travers des prises de sang et faire des scans. Voulez-vous le faire pour moi? Puis-je obtenir une copie de mon dossier médical? Je voudrais obtenir des copies de mes dossiers médicaux avant de partir aujourd'hui. En outre, les fiches données de sécurité des matériaux. Puis-je avoir tout cela avant que je parte? C'est tout. C'est ce que vous devez faire. Vous devez sortir par la porte avec ce genre de choses. C'est-à-dire que
si le médecin refuse de vous suivre parce que vous n'acceptez pas la chimiothérapie, eh bien vous dégagez et vous exigez votre dossier médical. Il n'a pas le droit de le garder. Vous rentrez chez vous et écoutez l'enregistrement que vous avez fait. Vous le jouez pour votre famille, enfin vous le jouez, vous le passez à votre famille, à vos amis, vous en parlez, vous y réfléchissez ensemble. À la fin de cette série de questions, comme je l'ai dit au début, vous aurez plus d'informations que vous ne pouvez l'imaginer. Je crois que cette série de questions se concrétisera si vous travaillez avec la bonne personne ou non et que vous gardez à l'esprit la meilleure façon de procéder. Peut-être pas tous les détails du meilleur plan d'action, mais cela devrait vous aider à vous demander si le traitement conventionnel contre le cancer vous convient ou non. Encore une fois, c'est ce que je veux et je veux vous aider à votre prise de décision. Signé Marc Wark. 55 minutes, vache. Ah, c'est très dur, c'est très dur, c'est très lourd. Vous avez plein d'informations maintenant sur le cancer, sur le traitement, sur comment agir ou comment vous comporter. Donc je vous en prie, informez-vous le plus possible. Je ne vous donne des informations que pour vous permettre de réfléchir. Hein, c'est tout, ce n'est pas des avis médicaux, c'est juste ce que déclare Marc Wark, un rescapé du cancer. Voilà, j'arrête. Je vous salue. Oui, je sais. Loulou vous salue aussi, hein, parce que Loulou devait encore me faire une scène. Donc allez, on vous salue tous très bien. On vous dit à très bientôt. Salut.